Être centré client, c'est l'obsession aujourd'hui de bon nombre d'entreprises, et à juste titre. Il faut dépasser simplement le cadre de l'offre, l'obsession pour nos moyens de production, pour vraiment se centrer et mettre au cœur le client. Pour ça, aujourd'hui, on a un outil qui s'est bien installé aujourd'hui dans nos organisations, c'est les personas. Et trop souvent, ces outils terminent au placard, ne sont pas utilisés. Et donc, on va essayer de dépasser ça aujourd'hui. On va en parler avec Nolwenn. Salut Nolwenn. Salut Thomas. Nolwenn, tu es UX stratégiste à l'agence. Tu réfléchis quotidiennement sur la direction que doit prendre en termes d'offres, en termes de services également nos clients, avant qu'ensuite on puisse le décliner nous en stratégie de communication. Et donc cet outil, tu l'utilises régulièrement finalement. À quel objectif, à quel moment on utilise l'outil des personas? Alors déjà, nous, ce qu'on constate quand on parle des personas, globalement, tout le monde connaît à peu près le concept. Par contre, on y met des choses, des notions extrêmement différentes. En fait, rien que le vocabulaire des personas est extrêmement riche. On parle de proto, persona, de buyer persona, de data-driven persona. Enfin, il y en a toute une panoplie. Donc ça, c'est le premier point. Et faut savoir qu'il y a deux grands moyens de concevoir des personas. Soit on en conçoit en agrégeant de la connaissance, donc la connaissance qui est présente dans l'entreprise. Et l'autre façon de construire des personas, qui est la formule idéale, mais qui n'est pas toujours possible, c'est de le faire sur la base de recherche, d'études, de collecte de données, vraiment des données très factuelles pour concevoir nos personas sur la base de faits et non pas de perceptions. Parce que forcément, quand on est sur de l'agrégation de connaissances, on est sur des perceptions, c'est pas toujours la réalité. Donc vraiment, le format idéal, c'est de le faire sur la base de la recherche. D'accord, même avec des personnes qui côtoient des clients au quotidien, on peut penser à des conseillers, des commerciaux, on n'arrive pas à avoir une vision assez objective finalement de nos cibles. Alors si, globalement, et nous, on est aussi là pour aider avec... faut savoir qu'à l'agence, on a la chance d'avoir un institut d'études intégré, donc on a l'habitude de partager... des données sur les comportements du marché. Donc on a quand même, nous aussi, une connaissance et un recul qui aide quand on construit des personas comme ça en atelier de travail. Mais voilà, le format idéal, c'est quand même de le faire sur la base d'études, puisque là, on enlève tous les biais de perception. Je disais, le client qui vient dans une boutique, le vendeur qui voit une client qui rentre dans une boutique ou qui appelle une plateforme téléphonique, il ne voit pas le client qui passe devant et qui ne s'arrête jamais. Alors que le client qui passe devant et qui ne s'arrête jamais, c'est peut-être lui notre cible stratégique, en fait. D'accord, c'est dans ce sens-là où il y a des biais. C'est qu'on s'intéresse qu'à nos clients et pas nécessairement à nos cibles, prospects compris. Donc, exactement. Ça, c'est la différence entre les proto-personas et les personas d'un côté. C'est important de savoir où est-ce qu'on se situe quand on parle de persona. Et ensuite, pour répondre à ta question sur comment on les utilise, en fait, ça va dépendre de l'objectif. En fait, on a quasiment autant de personas que d'objectifs, si je peux dire ça comme ça. On va, par exemple, avoir besoin d'utiliser des personas de manière ponctuelle pour soit développer à un instant T une interface ou un service bien précis sur une niche, par exemple. Et donc là, d'avoir le persona nous aide à être centré sur l'utilisateur, notre cible finale. On peut avoir, et c'est surtout nous, ce sur quoi on travaille, besoin de concevoir des personas plus stratégiques qui vont en fait nous aider à avoir une vision donc centrée client par rapport aux objectifs stratégiques de l'entreprise sur lesquels on doit tous être alignés, l'organisation de l'entreprise. Donc dans le premier cas, dans le cas d'un site ou d'un service, on peut les faire ponctuellement et pour le coup, ceux-là sont amenés à terminer au placard ? Si l'interface ou le service qu'on développe est amené à terminer au placard, oui. D'accord, on peut dire ça. Ça a la même durée de vie que le service. Oui, mais ce qui est quand même assez rare en vrai. Mais j'imagine on développe rarement un truc pour le jeter juste après. Généralement, on évite. Et tout particulièrement, toi en tant que UX stratégiste, j'imagine c'est davantage ces personas stratégiques qui vont en effet t'intéresser pour pouvoir piloter sur le long terme. Alors c'est quoi le problème ? Parce que ça arrive aussi souvent que des personas qui ont pourtant prévu d'être des personas stratégiques finissent au placard. On l'a vu et je pense que ça continuera d'exister. Donc c'est quoi le problème ? Pourquoi ces personas n'ont pas réussi à atteindre leur objectif ? Alors, l'objectif flou. Donc c'est pour ça que j'introduisais par l'importance de l'objectif. Pourquoi on fait ce persona ? Un objectif qui est flou, forcément derrière son utilisation va être bancale.
nécessairement. Des personas qui sont construits soit par une étude qui finit elle-même aussi dans un placard, soit par un atelier, on a passé un bon moment, et puis ensuite les personas, on les range et puis on les utilise pas. Donc ils ne sont pas exploités ou à un instant T et pas dans la durée, alors que c'est vraiment une démarche en fait. C'est plus qu'un outil, c'est vraiment une démarche. C'est vrai que c'est perçu comme vraiment le livrable. On a fait une belle mission de conseil et on termine, et c'est souvent perçu un peu comme ce livrable qui en tant que tel aurait une valeur et se suffirait un peu à lui-même, et on s'arrête souvent un petit peu là. Exactement. Ça c'est vraiment le principal problème dans leur utilisation. Donc l'enjeu, c'est vraiment de les mettre à jour, les faire vivre. Ils sont vivants, nos personas, c'est nos clients, c'est nos prospects, c'est nos utilisateurs. Donc eux, ils continuent, leurs usages évoluent, et on le voit bien avec la crise sanitaire, que tous les usages sont remis en question, bougent, s'accélèrent. Donc les personas, il faut les faire vivre aussi. C'est vrai que s'il y a bien un moment où ça vaudrait le coup de se reposer sur ces personas, c'est tout particulièrement maintenant. Je pense à des démarches qui auraient été faites il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Je pense qu'il y a bien un moment où il faudrait se remettre sur ces outils. C'est sans doute aujourd'hui. Maintenant que les choses commencent à se stabiliser, ou en tout cas qu'on commence à rentrer dans une normalité, ce serait le bon moment pour se reposer, c'est vrai. Tout à fait. Donc on a vu ça. Donc il y a ça, donc les usages qui changent. Tout à fait. Et puis les objectifs. Encore une fois, les personas doivent être faits pour répondre à un objectif, un enjeu de communication, un objectif commercial, un enjeu. Et ça change aussi. Donc les annonceurs, les entreprises, les organisations, de la même manière, les enjeux changent, évoluent. Tout est vivant. Donc c'est très important aussi de remettre à chaque fois en lumière ces personas à regard de ces 2 volets, quoi. Ce côté vivant, ça nous parle. Tu parlais d'une démarche qui montre bien le rapport non fini finalement qu'il faudrait incarner. Donc ça, c'est l'une des solutions. Est-ce que tu vois d'autres solutions en effet pour que nos personas ne terminent pas au placard ? D'éviter un biais ou une tentation peut-être que l'on voit assez souvent, c'est de faire des personas pour faire de beaux posters. Je rigole quand je dis ça, mais le beau poster avec une photo d'un acteur américain, ou quelqu'un où on sait très bien que c'est pas Monsieur Tout le Monde ou notre client final, avec les logos qui vont bien parce qu'on se fait un peu plaisir, on a envie d'avoir un beau poster. C'est vrai que c'est un gros piège, parce que du coup, typiquement, on a un beau persona, mais dont l'objectif est flou et qui va être utile à personne. Nous, on s'attache vraiment, dans cette démarche centrée client, dans lequel tout le monde doit être embarqué, c'est de s'intéresser au fond, c'est que ce personnage soit crédible, qu'on s'immerge dans son histoire, qu'on comprenne bien sa psychologie en quelque sorte pour rentrer en empathie avec lui. Donc qu'on s'attache pas trop à l'outil en tant. Mais c'est vrai que c'est aussi la force. C'est pas l'outil, c'est ce qu'il y a dedans. Ouais. C'est la force aussi de personnages. Je pense que c'est ce qui fait que ces dernières années, il s'est beaucoup développé à juste titre. C'est que l'outil en tant que tel est séduisant par sa forme, par sa clarté, et en même temps, c'est peut-être aussi en effet l'un de ses défauts, c'est qu'on finit plus à s'attacher à ça plutôt qu'au fond. Plus qu'au fond, exactement. En effet, à son utilité. Fait que ce soit un point de départ ensuite pour réfléchir sur notre stratégie. Et du coup, on ne peut pas tout raconter. Par exemple, c'est quand même important, quand on construit ces personnages, de raconter leur histoire. De leur raconter une histoire, parce que c'est ce qui les rend vivants, c'est ce qui les rend humains. Et c'est cette humanité qui fait qu'on va entrer en empathie avec son client. On a parlé également de bien définir l'objectif. Est-ce qu'il y a d'autres clés de succès, comme ça, d'autres solutions que tu aperçois ? Des pièges à éviter aussi, pas mal. Ouais. Oui, il y en a beaucoup, c'est vrai, qui rejoignent aussi l'importance du travail amont, de préparation, de cadrage, définition des objectifs, à quoi vont servir les personas, comment on les construit, comment on va les faire vivre. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser dès le départ. Je le disais tout à l'heure en disant vraiment le mieux, c'est de les nourrir d'études, parce que quand on le nourrit de la connaissance, on a toujours forcément un biais. Parce qu'on ne peut pas tout... on a toujours un biais cognitif qu'on apporte les uns les autres. Le fait de le travailler en groupe, forcément, quand on le fait en atelier, on se... Comment dire ? Les biais des uns et des autres peuvent se corriger. Mais c'est important de compléter avec des vraies données de recherche, d'observation,
en étant neutre, pour éviter soit les biais de confirmation, c'est-à-dire j'ai fait mon persona comme ça, donc je vais aller faire une recherche, enfin je vais aller observer si ça se passe vraiment bien comme ça, donc déjà j'ai un biais. Ou d'éviter un autre biais aussi qui est celui de soit stéréotyper ou de produire un persona fantasmé quoi, et du client idéal, mais qui n'est pas forcément le vrai client. Voilà. Oui, c'est cette logique. Le mieux, c'est d'aller leur demander, en fait, savoir ce que pensent les clients, comment ils agissent, comprendre, il faut leur demander. Il faut que ce soit un archétype, il faut que ce soit voilà, une certaine synthèse tout de même, mais il ne faut pas passer dans le fantasme du client rêvé qu'on adorerait avoir. Il n'y a pas que cela, en tout cas. Non. Alors là aussi, en termes de profil, quel niveau de précision tu nous conseilles d'avoir en termes du nombre de cibles? Bon, j'imagine qu'il n'y a pas un nombre d'or absolument à respecter, mais voilà, est-ce que tu penses qu'il parfois vaut mieux en avoir trop que pas assez? Est-ce que dans certains cas, tu penses que tu as vu qu'on a pu se perdre à avoir trop de profils, d'autres au contraire à vouloir chercher trop de synthèse? Peut-être qu'on s'est peut-être un peu perdu dans des généralités. Quel est pour toi le bon niveau de précision, de granularité dans les personnages? Il faut qu'il soit crédible. Donc, il faut qu'on puisse se dire c'est une vraie personne qui va agir de telle manière ou telle manière parce qu'il pense comme ça. D'accord, ouais, non, la crédibilité, ça permet de savoir si on est dans le bon chemin. Exactement. Donc après, par exemple, est-ce qu'il habite dans telle ville ou telle ville? Ça, c'est des informations qu'on peut mettre parce que ça aide à le crédibiliser. Là où il faut faire attention après, c'est de ne pas être aveuglé par un persona qu'on aurait fait trop précis. En fait, le persona, en fait, tout le monde se dit ah ouais, persona, génial. En fait, c'est un exercice qui est vraiment c'est complexe à faire parce qu'il faut trouver à chaque fois ce juste milieu entre le niveau de précision qu'on va lui apporter, faire attention de ne pas tomber dans le cliché ou dans un stéréotype. C'est trouver ce juste milieu à chaque fois et de construire un persona dans tout ce qui est dans la complexité humaine. On n'est jamais tout blanc, tout noir, on est toujours un peu gris, on est toujours un peu entre deux. Et en fait, notre persona, il va souvent mélanger en fait un peu de segments un peu différents. D'accord. Ce qui est vraiment important, encore une fois, le personnage doit servir à mettre tout le monde d'accord autour d'une vision centrée client. Donc, et de sortir de sa vision et des débats d'experts produits, experts ceci, experts cela, et de se mettre du point de vue du client. C'est vraiment ça. Donc, entrer en empathie. Pour entrer en empathie, il faut comprendre l'individu. Donc, il faut le détailler pour qu'on puisse suffisamment se mettre dans sa peau, quoi. Et comprendre pourquoi il va fonctionner comme ça. J'ai une autre question. Tu as parlé des différentes étapes, donc ça peut être intéressant notamment de le faire en 2 temps, de faire d'abord des proto-personas entre nous pour ensuite compléter avec des études. Si on rentre un peu plus dans le détail, quelles sont les différentes étapes alors de cette démarche persona? Alors, pour vraiment entrer dans la démarche, tout le travail amont, avant de se lancer dans les personas, va être extrêmement important. Tout le cadrage, le travail préparatoire pour bien définir les objectifs, les enjeux, bien cartographier l'ensemble des cibles que l'on a. On a les cibles commerciales, les cibles marketing, des cibles stratégiques, celles sur lesquelles on veut se développer parce que les enjeux de demain sont là-dessus, mais pas forcément aujourd'hui. Enfin, c'est pas forcément les clients d'aujourd'hui sont pas forcément ceux qu'on va avoir demain, par exemple. Les cibles de communication, les cibles de campagne, enfin, tout ça, c'est important de bien les cartographier pour savoir exactement où on se situe et quel persona va travailler. À quel objectif il doit répondre. Refondre la marque, embarquer, faire pivoter l'ensemble des collaborateurs vers une démarche. Les enjeux de transformation sont aussi extrêmement importants et les personas, pour embarquer tout le monde avec ce même point de départ qui est celui du client, va être important. C'est vrai, on peut pas les réduire à ça, mais c'est aussi l'un des intérêts, sans doute ce qui fait le succès des personas, c'est en effet cette capacité d'acculturation, en tout cas d'emmener un groupe projet autour des personas. Ouais. Le risque étant que ça s'arrête là, mais ça a aussi cet intérêt-là, c'est vrai. Ouais. Qui est même hyper important. Okay. Donc le cadrage. Le client, c'est celui qui doit. Les usages, c'est ce qui doit mettre tout le monde d'accord. En fait, ça s'impose à nous. Ça s'impose. Les usages, ils s'imposent à nous. Donc,
travaillant les personas, c'est le meilleur moyen d'aligner en fait tout le monde sur une même vision partagée, agrégée, cohérente, vivante de ce que sont les clients. Ouais. J'aime bien ton expression de dépasser les débats d'experts. Dépasser les débats d'experts, bah oui. Effet, et ça, on les connaît bien, nous, en tant qu'agence. On en a aussi. Voilà, notre rôle, c'est d'avoir ce recul et de sortir de ces débats d'experts. Et le persona permet aussi pour nous, en tant qu'agence, c'est d'aller chercher les insights qui ne sont pas visibles et qui ne sont pas forcément, décrits dans des segments marketing, et deux, qu'on ne peut pas toujours capter, même par les études. On peut avoir des insights qui touchent à des non-dits, à des choses comme ça. Et le fait d'avoir les personas permet d'aller les chercher vraiment en profondeur, quoi. Ouais. C'est là où l'importance de l'étude doit compter, j'imagine. Oui. Le fait de plus simplement s'appuyer sur une expérience, même s'il y a aussi des insights qui, j'imagine, doivent ressortir de l'expérience collective, le passage à vraiment l'UX Research doit aider pour ça, j'imagine. Ouais. Il peut se faire après, parce que c'est pas toujours possible de le faire avant, mais oui, c'est c'est l'idéal. C'est vraiment... ça devrait pas être une option, en fait. Ouais. Et donc, une fois qu'ils sont arrivés, on a une V1, disons, des personas. Voilà, on a entamé cette démarche persona. Comment on pourrait la faire vivre? À quelle fréquence les personas doivent revenir dans les conversations, dans des comités de direction et tout le temps? Tout le temps. En fait, en tant qu'agence, nous, notre rôle, c'est d'aider à la créativité, d'aider à embarquer autour de cette vision, d'aller chercher les insights pour innover, pour être plus créatif, pour sortir des débats d'experts, pour vraiment avoir la puissance de la communication. C'est vraiment en faisant écho à ces insights, c'est là où on va susciter l'émotion, susciter la connexion entre la marque et son client. Donc les personas, on doit en parler tout le temps. Après, dans quelle mesure on doit les mettre à jour, ça dépend. Faut les intégrer au pilotage stratégique, au pilotage de la communication en permanence. Voilà. Après, comment on intègre les collaborateurs dans cette mise à jour, là, c'est du cas par cas. Ça dépend des organisations. Des formats, nous, on s'intègre. Mais en tout cas, ce qu'on met à disposition, et ce qu'on recommande de faire quand on construit des personas, c'est de les partager, qu'ils soient accessibles à tout le monde en permanence. Ça peut être des espaces de partage physique, une salle des personas, par exemple, j'en sais rien, qui est un partage physique, ou digital. On met à disposition des espaces digitaux dans lesquels les collaborateurs de l'entreprise, de la marque, peuvent aller piocher et se mettre à jour régulièrement. Voilà, ça c'est à définir justement dans le cadrage par rapport aux objectifs. Dans quelle mesure il faut embarquer tout le monde dans cette vision utilisateur, client ou pas. Enfin, ça c'est des réglages qu'on définit en amont, mais le persona c'est tout le temps. D'accord. Si je reviens sur notre problématique du jour, comment faire donc alors pour que les personas ne terminent pas au placard? Eh bien, d'arrêter de les considérer comme un outil, mais de véritablement les traiter dans une démarche orientée client, utilisateur, pour toujours rester connectés aux usages, donc les réinterroger, les mettre à jour tout le temps, par différents moyens, par des ateliers, par de l'étude, de la recherche, et de véritablement les intégrer au pilotage stratégique et quotidien dans la communication et le pilotage de sa stratégie d'entreprise presque. Merci Nolwenn pour cet éclairage. Vous pouvez retrouver les différentes prises de parole UV sur nos réseaux et sur thelinks.fr.